Bonjour tout le monde. Donc, on va continuer avec le membre supérieur. Qu'on y a nous l'anatomie régionale. Donc, on va voir l'épaule. L'épaule, c'est la région du membre supérieur attachée au tronc. Les éléments osseux constitutifs de l'épaule sont la clavicule et la scapula qui vont former la ceinture scapulaire et la partie proximale de l'humérus. La différence entre la ceinture scapulaire et la ceinture pelvienne, c'est que la ceinture pelvienne, elle fait net avec os seulement, que nous parlons que pour l'épaule là. Ceinture scapulaire là, il pas fermé entièrement par os, des muscles qui vont rattacher à la colonne vertébrale et la partie proximale de l'humérus. Donc, on va voir aujourd'hui simplement la clavicule, la scapula et la partie proximale de l'humérus. Les muscles superficiels de l'épaule, c'est-à-dire que muscle qui est en bas, peau, qu'on peut palper sans problème, sont représentés par le trapèze et le deltoïde qui ensemble forment une chape musculaire qui entoure la partie latérale de l'épaule. Ces muscles relient respectivement la scapula et la clavicule au tronc et au bras. On va commencer avec le squelette de la clavicule. Et nous restons au schéma. La clavicule est un os, est le seul os rattachant le tronc au membre supérieur. C'est ça qui veut dire que le membre supérieur est appendu au tronc, tandis que le membre inférieur est encastré au tronc. Donc, la clavicule est le seul os rattachant le tronc au membre supérieur. C'est un os palpable dans l'intégralité de sa longueur. Il a la forme en S, avec un segment médial à convexité antérieure. Donc, un segment médial là. Convexité, du moment qu'on dit convexité, c'est un coup son boss. Donc, à convexité antérieure et concavité latérale. OK? La partie acromiale latérale de la clavicule est plate, tandis que la partie sternale médiale est plus volumineuse et a une forme grossièrement quadrangulaire. Là où elle est plate, ici, ou plus qu'elle le profil, ou elle plate, puisque là, les conformes grossièrement quadrangulaires. OK? L'extrémité acromiale de la clavicule possède une petite face ovale pour s'articuler avec une facette identique du bord médial de l'acromion de la scapula. Tandis que la partie sternale a une facette articulaire plus large pour s'articuler avec le manubrium sternal et le premier cartilage costal. La partie sternale a une facette articulaire plus large pour s'articuler avec le manubrium sternal et le premier cartilage costal. La face inférieure du tiers latéral de la clavicule, ici, on est ici, ok, possède une tuberosité bien palpable. On va finir par comprendre bien palpable là, parce que il faut fou aimer en bas clavicule là. OK, donc bien palpable le tubercule conoïde et une saillie rugueuse, la ligne trapézoïde pour l'insertion de l'important ligament coraco-claviculaire. De plus, les faces et les bords de la clavicule sont rugueux pour permettre l'insertion des muscles qui joignent la clavicule au tronc, au cou et au membre supérieur. La face supérieure est plus lisse que la face inférieure. Et jusqu'à présent, la clavicule, on ne peut pas déterminer si la clavicule est en fait un os long ou un os plat. Parce que dans son tiers médial, elle se comporte comme un os long avec une cavité médulaire, tandis que dans son tiers latéral, elle se présente plutôt comme un os plat et n'a pas de cavité médulaire. Passons maintenant à la scapula. La scapula est un grand os plat et triangulaire avec, pour étudier, trois angles, latéral supérieur inférieur, trois bords supérieur latéral médial, deux faces, face postale et face postérieure. En plus, la scapula se tape de trois processus, l'acromion, l'épine et le processus coracoïde. OK? Ici, nous avons la scapula, c'est donc un os et, triangulaire, plat. Donc, on a le bord, trois bords, le bord supérieur, OK? Le bord spinal et le bord latéral. OK? Le bord spinal, on va appeler le bord médial. OK? Ensuite, il a trois angles. L'angle latéral, l'angle inférieur
et langue supérieure. Il a pour joindre en plus trois processus, l'épine, l'acromion et le processus coracoïde. OK? Donc, on continue avec la scapula. Et on commence par l'angle latéral. Donc, c'est ici. L'angle latéral de la scapula présente une cavité peu profonde. On voit ici la cavité clénoniade. Bon, on disait que de montant était ovoïde, puis on dit ça a la forme d'une virgule. Bon, bah, elle a forme virgule. En même temps, on dit une virgule tête en bas. Donc, à la forme d'une virgule, la cavité glénoïdale qui s'articule avec la tête humérale et forme donc l'articulation gléno-humérale qu'on verra plus tard. Une face triangulaire rugueuse, le tubercule infra. Donc, on y a donc ici, c'est triangulaire, rugueuse, le tubercule infra glénoïdal pour l'insertion du chef long du triceps brachial. Ensuite, le tubercule supraglénoïdal, qui lui-même est moins marqué, plus petit, pour l'insertion du long biceps. OK? Une épine proéminente, qui est palpable, ici, une épine proéminente, sépare la face postérieure de la scapula en deux parties, la fosse supra-épineuse et la fosse infra-épineuse. OK? La fosse supra-épineuse est petite, la fosse infra-épineuse est plus grande. Ensuite, l'acromion est le prolongement antérolatéral de l'épine qui s'étend, on voit mieux l'acromion à la face en vue antérieure et de profil. OK? C'est le prolongement de l'épine de l'omoplate. Donc, l'acromion est le prolongement antérolatéral de l'épine qui s'étend au-dessus de l'articulation gléno-humérale et s'articule par une petite facette ovale à sa partie distale avec la clavicule. OK? Donc, on voit ici la face articulaire pour la clavicule. OK? La région entre l'angle latéral de la scapula et l'insertion de l'épine à la face postérieure de la scapula est la grande incisure scapulaire ou échancrure spinoglénoïdale. Intéressant parce que il va y avoir des éléments nobles, OK, des artères et des nerfs à passer ici. Donc, l'échancrure, la grande incisure, pardon, ou échancrure spinoglénoïdale. À l'inverse de la face postérieure, la face costale de la scapula, elle est plate. Elle se caractérise par une concavité, la fosse subscapulaire peu profonde sur toute l'étendue, sur toute son étendue. Sur la face costale et sur ses bords s'insèrent les muscles, notamment le muscle subscapulaire. La face costale de la scapula se meut librement sur la paroi thoracique sous-jacente. Voilà, ici la face costale qui contient la fosse subscapulaire. OK? Et la glisser sur le gris costal. Le bord latéral de la scapula est dur et épais pour l'insertion des muscles, tandis que pour le bord médial, il y a des muscles qui ne sont pas aussi forts, donc, tandis que le bord médial et le bord supérieur sont plus fins et étroits. Le bord supérieur, lui, va être marqué à ses extrémités par, donc, ici, on a bien le bord latéral qui est épais, le bord médial qui est mince, et le bord supérieur, on va voir qu'est-ce qu'on va trouver à ses extrémités. À ses extrémités, qu'est-ce qu'on trouve? Le processus coracoïde, structure en forme de crochet, OK, qui se projette en avant et latéralement et se situe juste en dessous de la partie latérale de la clavicule. C'est-à-dire que nous avons une petite incision bien visible, qui est l'incision suprascapulaire, qui se trouve immédiatement à la partie médiale du processus coracoïde. Donc, les deux que nous avons, c'est le processus coracoïde et l'incision. On les retrouve ici. Le processus coracoïde et à sa base, on va retrouver
l'incisure. OK? Donc, incision suprascapulaire et le processus coracoïde. On retrouve ici le processus coracoïde. L'épine et l'acromion peuvent être facilement palpés chez les patients, de même que la pointe du processus coracoïde à l'angle inférieur et une grande partie du bord médial de la scapula. Étant pour la dernière partie qu'on va voir, dernier os, c'est la partie proximale de l'humérus. La partie proximale de l'humérus comprend la tête, le col anatomique, le tubercule majeur, le tubercule mineur, le col chirurgical et la partie supérieure de la diaphyse humérale. Donc, la tête, on le retrouve ici, elle est articulaire, elle a une forme d'une demi-sphère qui regarde médialement et légèrement vers le haut et s'articule avec la cavité clénoïdale de la scapula de calibre plus réduit. Les deux surfaces ne concordent pas. Une pas emboîter, une dans l'autre. Ensuite, le col anatomique qui, lui, est très court. OK? Il est formé par un rétrécissement que l'on retrouve ici, donc le col. Et il s'étend entre la tête ici, et les tubercules majeurs et mineurs, tandis que ici, c'est de préférence entre la tête et la diaphyse plus médialement. Donc, médialement, nous avons la tête et la diaphyse. Latéralement, il sépare la tête du tubercule majeur et tubercule mineur. Le col anatomique, bon, on a fini avec ça. Les tubercules majeurs et mineurs, bon, dès que vous avez des processus comme les tubercules, ça veut dire que bon, il y a des muscles qui vont tirer dessus. Les tubercules majeurs et mineurs sont des faces proéminentes au niveau de la partie proximale de l'humérus. Ils sont le siège de l'insertion de 4 muscles de la coiffe, des rotateurs, de l'articulation gléno-humérale. Donc, le plus gros, parce qu'il y a plusieurs muscles plus forts qui tirent dessus, c'est le tubercule majeur. Lui, il est latéral. OK? Et nous avons le tubercule mineur ici, qui va être beaucoup plus médial. Donc, le tubercule majeur. OK, là, on voit bien le col qui sépare la tête des tubercules majeurs et mineurs et qui sépare la tête de la diaphyse. Bon, allez, on continue. Donc, on va retrouver la facette supérieure pour l'insertion du muscle supraépineux, la facette moyenne pour l'insertion du muscle infraépineux et la facette inférieure pour l'insertion du petit rond au niveau du tubercule majeur. Voilà. Facette supérieure, facette moyenne et facette inférieure. Le tubercule mineur est antérieur. Sa forme est marquée par une grande zone d'insertion destinée aux muscles subscapulaires. Donc, tubercule mineur qui est ici pour l'insertion du muscle subscapulaire. Entre les deux, on va trouver le sillon intertuberculaire profond, qu'on appelle encore sillon bicipital, parce que c'est là que va passer le long biceps. Il sépare donc les tubercules majeurs et mineurs. Il se prolonge en bas sur la partie proximale de la diaphyse humérale. Le tendon du long biceps laquelle passe à ce sillon. Les lèvres rugueuses et latérales, les lèvres rugueuses latérales et médiales et le plancher du sillon tuberculaire, tuberculaires sont respectivement des sites d'insertion des muscles grand dorsal, grand rond, grand pectoral, grand rond et grand dorsal. Puis, on trouve le sillon intertuberculaire ici, voilà. Il se prolonge par des lèvres rugueuses et un fond. Donc, nous avons le grand pectoral, dans le fond, le grand dorsal et ici, le grand rond. La lèvre latérale du sillon intertuberculaire se continue en bas sur la tubérosité deltoïdienne, qu'on appelle encore le V deltoïdien, OK? Et sur la face latérale de l'humérus à la moitié de la diaphyse. Cette zone correspond à l'insertion du muscle deltoïde sur l'humérus. Approximativement au même niveau, mais plus médialement, on trouve un sillon étroit
où s'insère le muscle coracobrachial. OK? Donc, on voit bien que la berge latérale se continue avec le V deltoïdien ici. Et on va retrouver l'insertion on a trouvé l'insertion pour le grand pectoral, la tubérosité deltoïdienne pour l'insertion du deltoïde. Et plus bas, là, nous avons l'insertion du coracobrachial. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à voir, pour finir, le col chirurgical. Le col chirurgical, c'est une partie amincie. Donc, le col chirurgical est l'une des plus importantes structures de l'humérus. Cette région est orientée dans le plan horizontal entre l'expansion proximale de l'humérus, c'est-à-dire la partie qui fait partie de la partie qui a la tête, le col anatomique et le tubercule, et la diaphyse. Donc, une transition entre la tête, le col et les tubercules et la diaphyse. Le nerf axillaire et l'artère circonflexe humérale postérieure, en passant de la fosse axillaire à la région deltoïdienne, sont situés juste en arrière du col chirurgical. Le col chirurgical est une région plus fragile qui fait la joie des orthopédistes, OK? Parce que c'est le site fréquent des fractures. L'association à des lésions nerveuses, nerfs axillaires et artérielles est cependant possible. OK, donc ça c'était tout pour l'articulation de l'épaule. On verra, non, c'était tout pour euh, le squelette de l'épaule et on va voir à la prochaine vidéo les articulations. Au revoir.